Alors nous sommes, cette nouvelle causerie, nous sommes à la Bibliothèque nationale, devant le MK2 Bibliothèque. Nous avons d'ailleurs fait dans le passé un certain nombre d'interviews. Et voilà, nous sommes dans l'avenue de France, justement, qui fait partie de ces nouveaux quartiers du 13e arrondissement, en bord de Seine quasiment. Alors, je voudrais revenir sur des propos que j'ai développés dans mon journal. J'aime toujours passer de l'écrit à l'oral ou de l'oral à l'écrit. Et je pense apporter de nouveaux éclairages, de nouveaux éclaircissements concernant la question de prévision astrologique et des phases du cycle de Saturne, notamment les phases vénusiennes et martiennes. La nouvelle position que j'ai, et vous savez que je n'ai pas peur de changer d'avis ou de modifier ou de préciser ma pensée, et en précisant ma pensée parfois de la corriger, je dirais actuellement les choses de la façon suivante. La phase martienne est la phase où l'on remet les aiguilles à l'heure. Et elle est symbolisée par l'abattage du cochon. De manière générale, par le sacrifice de l'animal. Ce sacrifice de l'animal survient un moment où l'animal ne s'y attend pas. Et pourquoi il ne s'y attend pas? Parce que depuis des mois, il a été nourri, engraissé, gavé, et qu'il a dû imaginer que c'était par philanthropie que l'on faisait lui, si on peut dire philanthropie, mais par philozoïdie, que l'on faisait tout cela. Sans se douter que c'était pour un moment ou un autre le tuer, l'abattre. Ce réveil de ces illusions, c'est le passage de Vénus à Mars. Mars, c'est la réaffirmation du véritable pouvoir. C'est la fin d'une situation illusoire. On pourrait même qualifier de neptunienne, par opposition à plutonienne. Mars, c'est la revendication de la source, la réaffirmation de la source du pouvoir, de l'origine du pouvoir. Et ce, en dépit d'un certain nombre de faux semblants, de façades, de délégations, de représentations. Pour employer une expression rousseauiste, Mars, c'est le moment où le peuple revendique sa souveraineté sur ses représentants, y compris par rapport au monarque, y compris par rapport au roi. Et inversement, Vénus sera le moment où le peuple délègue sa souveraineté à des représentants. Comme dans la Bible, où les Hébreux disent « Donnez-nous un roi ». Cette dialectique du peuple et de ses représentants, qui est au cœur, bien entendu, de cette période électorale dans laquelle nous sommes aujourd'hui, le 6 mars 2012, est au cœur, selon moi, de la problématique astrologique et de la prévision astrologique, par conséquent.
puisque la problématique astrologique est une problématique cyclique. Et donc si c'est cyclique, c'est prévisionnel. D'une façon ou d'une autre. On ne fonctionne pas pour le mot prévisionnel dans un sens trop rigide. Donc faire des prévisions sur la base de la dialectique Mars-Vénus, c'est pouvoir prévoir à l'avance, longtemps à l'avance, qu'à un certain moment, le peuple reprendra ses droits. On l'a vu en 68, on l'a vu en 1989, on l'a vu en 2011. Il s'agit d'une conflictualité entre la base, le peuple, et certains autres. Une affirmation, en tout cas, que les représentants du peuple doivent leur légitimité au peuple. Et qu'ils ne sauraient se constituer de façon autonome au-delà, en dehors, au-dessus du peuple. Mais plus généralement, plus largement encore, on pourra dire que la phase martienne est une phase initiale, puisque c'est le moment où le peuple, origine, se réaffirme pour son autorité, et donc met fin à un cycle où cette autorité a pu lui échapper progressivement, au point d'acquérir une sorte d'autonomie irréductible et incontrôlable. Justement, la phase martienne affirme que le peuple, à tout moment, en tout cas à certains moments, peut revendiquer sa propriété, peut revendiquer son droit à être au centre, au cœur, à l'origine des choses. Cela signifie que la phase martienne est une phase, comme je disais tout à l'heure, où on va relativiser tout ce qui a pu s'accumuler au cours du cycle. On va montrer à quel point tout ce qui s'est créé est provisoire et temporaire. N'a qu'un temps. Et inversement, le retour à cette espèce d'invariant, de constante, qui est le moment où l'on revient vers l'origine. Où l'on enlève les masques, on met fin à une certaine mascarade, on met fin à une symbolique, je dirais, d'une certaine manière, on met fin à un certain mimétisme, parce que quelque part, ce qui émane de quelque chose, c'est aussi quelque chose qui est à l'imitation de cela. Vénus est dans l'imitation de Mars. La représentation est une forme d'imitation. La représentation, c'est justement le fait de ne pas être dans la présence, une sorte de pseudo-présence, une présence de l'absence en quelque sorte. Donc, par exemple, si on prend le cas de l'Union européenne, de la zone euro, il y a un moment où la phase martienne va réaffirmer où se trouve la vraie force, où se trouve la vraie puissance. Et elle va dégonfler, comme Mars qui crève le ballon, qui crève la baudruche. Elle va dégonfler une apparence. Elle va mettre fin à un faux semblant, à un trompe-l'œil, à quelque chose qui se fait passer pour ce qu'il n'est pas, à une certaine forme de complaisance et d'indulgence.
envers une certaine esthétique, envers quelque chose qui peut-être, d'une certaine manière, a sa propre valeur. Et en cela, l'astrologie est à mi-chemin, est en équilibre sur Mars et Vénus. Car l'astrologie n'est pas réductible à l'astronomie. Donc l'astronomie ne peut pas non plus revendiquer sa paternité sur l'astrologie, sa souveraineté par rapport à l'astrologie, quand bien même l'astrologie lui aurait emprunté. En cela, l'astrologie est d'origine vénusienne. Et quelque part, elle se maintient face à Mars. Comme par exemple la monarchie française, aussi débitrice par rapport au peuple français, a ses propres structures, à ses propres institutions, à ses propres monuments, à son propre prestige. Et c'est tout le problème de la Révolution française. L'origine rousseauiste, l'inspiration rousseauiste. Quelque part, on se rend bien compte que ce que Vénus a créé dépasse ce dont elle provient. Dépasse l'emprunt, dépasse l'origine. N'est pas réductible à l'origine, n'est pas réductible à la source. Doit résister à ce broyage. Mars ne peut pas totalement anéantir ce que Vénus a créé. Mais néanmoins, Mars peut exiger, en tout cas, que certains excès disparaissent, que certaines déviances s'arrêtent, et que l'on mette un peu de l'ordre dans tout ça. Mais ça veut dire aussi que ça exige de Vénus, de la part de Vénus, de faire aussi son examen de conscience et de se réformer. Et ne serait-ce que parce que ce que véhicule la tradition est lui-même souvent sujet à caution, parce que du désordre s'est installé, parce que les choses ont été dérangées, désordonnées. Nous l'avons encore montré dans le récent colloque sur les cycles et les symboles, que la tradition astrologique a perdu de sa cohérence intérieure. Ne fait même plus sens par rapport à ses propres postulats. C'est là le problème. Quand un savoir n'est ni vénusien ni martien, là il y a problème. Quand il n'a ni l'esthétique vénusienne, ni la fluidité vénusienne, ni l'assise martienne, c'est-à-dire le retour, je dirais, à la science, l'opposition à l'art qui serait vénusien, à l'artisanat, à la sculpture, à la structuration, à la géométrisation. Eh bien, c'est un peu ce qui se passe, justement. Une espèce d'entre-deux. Bâtard, hybride. Et c'est cette hybridité, finalement, qu'on peut trouver notamment dans les langues, dans les grammaires, dans la façon dont on se nourrit, la façon dont on pense l'astrologie. C'est cela qui doit évoluer. C'est cela qui doit être remis en question.
Ce sont là les véritables scories, dont la cyclicité doit faire le ménage, en quelque sorte. Mais revenons à notre problématique. Il faut insister sur le fait que, quand je parle ici de Mars et de Vénus, je ne parle pas des planètes, je parle des divinités. L'astrologie doit aussi se ressourcer au niveau mythologique, et d'une certaine manière, il ne faut pas l'oublier, que l'astronomie, quelque part, emprunte à la mythologie. C'est-à-dire qu'elle est issue, quelque part, de la mythologie, et qu'elle ne saurait faire écran entre l'astrologie et la mythologie. Quand on parle de Mars et de Vénus, on parle d'abord des forces. Que ces forces aient été attribuées à des planètes, ça c'est une invention. D'abord parce que, astronomiquement, ça n'a aucun sens. Il n'y a aucune justification astronomiquement à ce qu'on appelle une planète Mars ou Vénus. Donc on n'est pas dans l'astronomie, en vérité. On est dans une sorte de méta-astronomie. Donc là, l'astronomie elle-même doit faire le ménage. Elle ne saurait imposer à qui que ce soit ni le nom des planètes, ni le nom des signes zodiacaux, parce que tout cela n'est pas de l'astronomie. Même si cela fait partie de son histoire, de sa culture, ce n'est pas de l'astronomie, c'est-à-dire que ça n'a jamais fait l'objet d'une quelconque description scientifique, qui serait d'ailleurs de l'ordre de l'astrologie, si on peut dire. Donc par conséquent, quelque part, parler de Mars et de Vénus, pour moi, ce n'est pas me référer à l'astronomie. Si ce n'est que c'est par l'astronomie qu'on connaît l'importance de ces divinités, parce que ces divinités étaient si importantes qu'on les a mises au ciel, alors que d'autres divinités n'ont pas été choisies. Effectivement, Mars et Vénus qui entourent la Terre, c'est une leçon que l'astronomie nous transmet, mais qui n'est pas dans l'astronomie, qui est véhiculée par l'astronomie, ce qui est tout à fait différent. De même que les 12 signes du zodiaque, les 12 constellations, ce n'est pas de l'astronomie, mais c'est véhiculé par l'astronomie, et Dieu sait si c'est un ensemble incohérent, corrompu, hybride. Et il serait complètement aberrant pour l'astronomie d'imposer à l'astrologie, ou que des astrologues, au nom de l'astronomie, imposent à l'astrologie le maintien d'une tradition zodiacale qui est frelatée. Ça ne signifie pas que nous n'étudions pas l'astronomie. Quand nous parlons de Saturne, nous parlons de l'astronomie. Quand nous parlons de Mars et de Vénus, nous parlons de mythologie. Et les deux se combinent parfaitement, puisque le cycle de Saturne est divisé en phases, et on peut diviser en deux phases, une attribuée à Mars et l'autre à Vénus. Les grandes erreurs de l'astronomie moderne, c'est de croire que du moment qu'on parle des planètes, du moment qu'on parle des dieux, on parle des planètes, du moment qu'on parle des planètes, on parle des dieux. Et ça a créé une confusion inouïe, puisque cela aboutit à ce que les astrologues se croient obligés d'utiliser tous les cycles, toutes les planètes connues et à connaître. C'est la cacophonie la plus totale. Il faut revenir à l'idée qu'il y a une seule planète qui donne du temps, au temps, qui donne du cycle, et les autres planètes, dieux, sont simplement subalternes et sont des convives à la table du zodiaque qui occupent une certaine place et qui ne circulent pas, qui sont sédentaires. Mars et Vénus sont donc des valeurs sédentaires. Et Saturne est une valeur mobile. À partir de là, l'astrologie se donne les moyens d'être un savoir aux facultés d'ailleurs limitées, une sorte de boussole temporelle, fiable, universelle,
pour peu que l'on soit capable d'abstraction, pour peu qu'on soit capable de voir des points communs entre des choses qui ont une apparence de différence. Des gens qui viennent présenter des projets, les gens, ça ils aiment bien. L'astrologie est valable pour l'être humain, non pas pour l'individu. Comprendre l'individu à travers l'être humain, certainement. Quand un médecin étudie une personne, il étudie l'être humain et il étudie ce qui est spécifique à cet individu par rapport à la norme. On fait la même chose en astrologie. Sauf qu'en astrologie, on n'étudie pas le caractère de quelqu'un, mais on étudie l'évolution d'une période, l'évolution d'une génération. Ça ne signifie pas pour autant que tous les êtres humains soient logés à la même enseigne. Moi, je distingue les hommes et les femmes. Sans entrer dans cette problématique qu'a développée John Gray, et les hommes viennent de Mars et les femmes de Vénus, il y a effectivement quelque chose de cela. Et là encore, on ne parle pas des planètes, on parle des dieux. D'ailleurs, la symbolique en biologie, c'est bien Mars qui représente le masculin et Vénus le féminin. Et nous dirons que d'une certaine façon, globalement, statistiquement, généralement, les femmes sont plus en phase avec la période vénusienne que les hommes avec la période martienne. Ce qui signifie que fondamentalement le pouvoir est masculin et qu'il n'est fait que délégation à la femme de ce pouvoir. Et car c'est à partir de ce moment-là que cette délégation peut être suspendue par l'homme. La femme, quelque part, est le reflet de l'activité masculine. Et précisément, la phase martienne contribue à mettre fin à une certaine forme d'illusion égalitaire qui est entretenue justement parce qu'elle est créatrice. Il faut bien comprendre, il y a une espèce de paradoxe assez particulier. C'est la créativité même du mensonge, la créativité même de l'erreur. Tout à fait respectable d'ailleurs. Moi-même j'ai écrit un ouvrage, un essai sur la créativité de l'erreur, sur l'éloge de l'erreur, aux éditions de Lire et le Coudrier, avec une autre personne, il y a déjà une bonne vingtaine d'années. Quelque part, le génie humain, c'est le génie du mensonge. Le mensonge, c'est une façon de montrer qu'on est au-delà de la réalité. Qu'on est plus fort que la réalité. Qu'on peut créer une réalité plus vraie que la vraie réalité. C'est ça le challenge. L'astrologie, par certains côtés, est un mensonge aussi. Un mensonge créatif, un mensonge qui peut s'enraciner profondément dans la psyché, dans l'histoire de l'humanité, mais qui n'en est pas moins un mensonge. C'est-à-dire quelque chose qui présente une image faussée, déformée, peut-être même justement trop belle, trop régulière, trop organisée, trop ordonnée, mais un mensonge quand même. Le fait par exemple de diviser en 12 un cycle, ou même en 2, ou même en 4, c'est déjà un mensonge. Parce que les choses ne sont jamais aussi nettes que cela. De toute façon, tout procédé consistant à structurer de manière géométrique les choses est de l'ordre du mensonge. Même si on retrouve cette géométrie quelque part dans la réalité. Mais on ne la retrouve jamais exactement. Donc le mensonge est toujours plus beau que la réalité. La réalité, comme on dit qu'elle dépasse la fiction, oui, mais en même temps, la fiction
est souvent plus cohérente que la réalité. Dans le cas justement des rapports entre l'astrologie et l'astronomie, il est flagrant que si on reste trop près de l'astronomie, on n'a pas de cohérence, on n'a pas de cyclicité régulière, on n'a pas de division régulière en phase. Ce n'est qu'en prenant la distance, comme ont fait les astrologues hindous avec les dasas, et encore les dasas ne sont pas réguliers, mais cette façon de dire que de telle période à telle période, on est dans une phase X, de telle période dans une phase Y, ce n'est plus de l'astronomie, pour en parler. C'est une astronomie simplifiée, révisée, restructurée. Vénus est une métamorphose du réel. Et effectivement, affirmer l'égalité entre les hommes et les femmes, c'est une métamorphose de la réalité. Alors, c'est l'expression aussi d'une sorte de challenge, de défi. On va essayer quand même, malgré tout, de montrer, malgré le fait que c'est faux, on va montrer que c'est vrai. On va montrer que ça va, on peut prouver que c'est quand même vrai. Jusqu'à un certain point. Au prix de certains expédients, de certaines apparences, mais tout de même, au prix de certaines lois qui vont et qui vont faire en sorte de forcer un peu les choses. Mais vient la phase martienne, et à ce moment-là, ce petit jeu doit cesser. En tout cas, à ses limites. Les plaisanteries les plus courtes sont les meilleures. Par conséquent, on doit rendre à César ce qui est à César, et cela signifie que on ne peut plus continuer la comédie indéfiniment. Elle reprendra cette comédie, bien entendu, mais il y a une pause. Parce qu'on ne peut pas s'éloigner indéfiniment de la réalité. Il faut toujours, de façon cyclique, revenir à cette réalité. Sinon, où va-t-on ? La phase martienne, qui débute 3 ans et demi après la phase vénusienne, est une phase automnale, et non pas une phase printanière. L'automne est martien et le printemps est vénusien. Le retour de Mars, alors donc finalement le retour de Mars, c'est effectivement le retour au peuple. D'un côté au peuple, souverain. Et là, au niveau des élections de 2012, on peut voir là quelque chose qui fait sens. C'est-à-dire qu'effectivement, nous sommes dans une phase martienne actuellement. Et c'est pas étonnant qu'il y ait des appels au peuple, comme notamment chez Mélenchon. Donc effectivement, un populisme fait sens. Comme il fait sens aux États-Unis, chez les républicains, les petits partis, etc. Le peuple a son mot à dire. D'autre part, il y a en effet le retour à la réalité, le retour aux vraies puissances, aux vraies forces. Par exemple, le poids de l'Allemagne, qui est confirmé, qui est affirmé en Europe. Par-delà les 27 membres. Le retour à ceux qui sont à l'origine des choses, aux chevilles ouvrières, à ceux dont beaucoup de choses sont sorties, ont émané. Le rejet d'une forme d'exploitation du peuple, mais aussi exploitation de certains personnages qui ont beaucoup donné et qui ont été exploités, qui ont été peu récompensés de leurs efforts, de leur génie. Là aussi, il y a un besoin
de revenir à l'essentiel, c'est-à-dire tout simplement de savoir d'où viennent les forces, d'où viennent les énergies. Il faut retrouver l'énergie originelle. On ne peut pas se contenter de processus qui sont eux-mêmes dérivés, qui sont issus et qui finalement n'existeraient pas sans cet élément originel. Et qui d'ailleurs, si cet élément originel devait disparaître, tôt ou tard, c'est tout l'ensemble qui disparaîtrait. C'est tout l'ensemble qui serait en pleine décadence, déconfiture, déchéance. Donc il faut pas se couper de ses bases, il ne faut pas couper de ses racines. Il faut reconnaître, être reconnaissant, rendre à ceux dont on a pris l'énergie, dont on a pris l'autorité, leur rendre ce qui leur est dû. En tout cas, le reconnaître. C'est une période qui est, de ce point de vue-là, assez saine, qui exige un examen de conscience. Un examen de conscience qui se pratique chez les Juifs à l'automne, justement, à l'époque du Grand Pardon, du Yom Kippour. D'où viens-je? D'où suis-je issu? À qui dois-je être reconnaissant, obligé de ce que je suis, de ce que je suis devenu? C'est le moment où il faut payer ses dettes. Voilà. Payer ses dettes, c'est justement ça. Ses dettes à ceux dont on est tributaire, à ceux dont on a profité, à ceux que l'on a exploités. C'est le moment automnal, c'est-à-dire c'est le moment martien. Et c'est aussi le moment où effectivement ce porc que l'on a, qui s'est laissé nourrir, doit à son tour nous donner quelque chose en retour. Et évidemment, il le paye de sa mort. Mais il le fait avec élégance, si on peut dire. Il le fait avec générosité, puisque tout ce qu'il a reçu, il est rendu par le biais de sa viande, par le biais de tout ce qu'on tire de son corps, de son sang. Pour revenir à ce débat sur l'abattage rituel halal et kasher, il y a là une dette de sang en quelque sorte, pour parler comme un marchand de Venise de Shakespeare, une dette de sang qui est payée. L'animal, à un moment donné, qui a tant reçu de l'homme, l'animal domestique, va devoir payer. Comme on dit, il y a une dette karmique qui doit être payée, si on peut dire. Il ne peut pas recevoir gracieusement, en tout cas pas indéfiniment. Il y a un temps pour recevoir, et il y a un temps pour payer ses dettes. Le temps pour recevoir est celui de Vénus, le temps pour payer ses dettes est celui de Mars. Je crois que l'astrologie n'a pas beaucoup d'autre chose à dire que cela. C'est cela son message. Quant à l'astrologie psychologique, l'astrologie individuelle, c'est pour moi une astropathologie. Quand nous sommes malades, quand nous avons des problèmes spécifiques, quand nous sommes blessés quelque part, quand nous sommes malades, quand nous avons mal quelque part, là effectivement, nous sortons de la norme, nous sortons de l'universel, nous sortons du collectif, pour exister au niveau individuel. Mais ça, c'est une particularité. Il est bien regrettable que l'astrologie soit envahie par cette astropathologie. Cette astropathologie, d'ailleurs, dont j'ai dit récemment qu'elle était une génétiomancie.
c'est-à-dire qu'elle était fondée sur une divination liée aux positions astrales d'un nouveau-né arrivant au monde. Voilà, c'est un autre débat. Mais c'est pour dire que, malgré tout, le grand problème avec les astrologues, c'est que, d'une part, leurs clients leur demandent beaucoup. Deuxièmement, eux-mêmes, ils attendent beaucoup de l'astrologie. Et je crois qu'il faut être beaucoup plus modeste dans ce qu'on peut attendre de l'astrologie, au niveau individuel. Mais en revanche, au niveau universel et au niveau de l'humanité, il faut être extrêmement ambitieux et placer l'astrologie au centre même des institutions humaines.